Je suis certain que je ne suis pas le seul, mais je me pose souvent la question, et si une part importante de la COVID longue était en réalité causée par la vaccination? Peut-être que les gens vont avoir les cheveux droits sur la tête en entendant ça, mais Bernard Massy est un expert en virologie et il soulève ici cette hypothèse qui est quand même assez troublante, étayée par des données ignoré du débat public, comme si on voulait mettre ça sous le tapis. Bernard Massy est avec nous pour en discuter. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir d'être sur vos ondes. C'est toujours agréable. Et c'est toute une révélation que vous venez de faire. Vous avez signé un article sur Libre Média qui parlait justement de ce sujet-là. Là, on a eu le temps de faire des enquêtes, on a eu le temps de faire des études. Au début, plusieurs scientifiques ont été pris par surprise. Ils ont été aussi censurés lorsqu'ils découvraient, en fait, moi j'appelle ça le poteau rose. Qu'en est-il de votre côté avec ce recul-là? Ben, vous savez, la crise de la COVID qu'on a traversée, c'est vraiment une crise, je dirais, socio-sanitaire, parce que ça révèle autant des problèmes de nos institutions dans la société. Puis parmi ceux-là, ceux que je trouve les plus dommageables, autant pour la santé physique que la santé mentale, c'est la censure. C'est vrai. Dans toute situation nouvelle comme celle qu'on a traversée avec la COVID-19, ben on a besoin d'avoir le plus d'informations possible de différentes sources qui vont examiner cette situation-là à partir de leur connaissance, de leur expertise. Et ensuite, on va en débattre, puis on va essayer ensemble de, je dirais, trianguler qu'est-ce qui serait le plus plausible au fur et à mesure que les données vont arriver puis que ça va se clarifier. Mais si on tue le débat, si à un niveau, central, on décide que c'est comme ça, c'est la mesure qu'on met en place pour régler ou contrôler ça, puis il n'y a pas de débat autour qui peuvent contester. Par exemple, au début, je me souviens, lorsqu'on invoquait que l'origine de ce virus-là pouvait peut-être être dû à des manipulations de laboratoire, c'était inadmissible. Une fuite, hein, aussi. Oui, c'était inadmissible. Et pourtant, maintenant, c'est l'explication la plus plausible. Est-ce qu'elle est complètement démontrée? Non, parce que la démonstration, il faudrait pour ça accéder aux informations du laboratoire de Wuhan, où on pourrait voir les cahiers de laboratoire, puis on pourrait vraiment retracer de manière certaine qu'il y a eu construction de ce virus-là. Puis ensuite, bon, qui s'est échappé, bon, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de laboratoires, malheureusement, qui sont soi-disant des niveaux de biosécurité dans lesquels il y a des fuites. Quand, par accident ou par mauvais entretien, peu importe la raison, c'est possible. Mais ça, on ne pouvait pas en parler. Non, ça, c'était interdit. Déjà, ça va pas bien, là, en science, là. On dit, c'est ça qui s'est passé. On rassemble une collection de soi-disant experts qui ont plus ou moins des conflits d'intérêts à ce que l'histoire de la construction en laboratoire, ça sorte pas parce que ça va mal paraître sur leur carrière ou sur leur implication. On n'est pas censé financer ce genre de recherche-là aux États-Unis, c'est interdit. Et le financement, de ce qu'on comprend maintenant, c'est venu indirectement du NIH, du département de Fauci, à travers un organisme indépendant, mais éventuellement, ça s'est rendu là-bas. Donc, ça, c'est pas permis. Alors, il faut étouffer ça rapidement. Ça, c'est un exemple. Ça commençait pas très bien. La deuxième chose qui pour moi était la pire, c'est que on a créé un climat de panique. On a dit, c'est un nouveau virus. C'est vrai. Puis ce nouveau virus-là, on connaît absolument pas ses propriétés, puis on sait pas comment le soigner, puis c'est épouvantable. Il va y avoir une hécatombe de morts, donc il faut mettre en place des mesures draconiennes. Est-ce que ce narratif-là était fondé sur des mesures de terrain, des observations qui justifiaient ces mesures-là? Non, c'était fondé sur de la propagande. Moi, Parce que les observations de terrain nous montraient très bien que c'était pas ça.
Exactement. Et vous souvenez-vous du docteur Arruda qui avait dit au départ que c'était inutile de porter un masque, que ça causait plus de problèmes que d'autres choses avec la manipulation. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Mais il a dû se rétracter. Moi, je pense qu'il y a eu des coups sur les doigts et son discours a totalement changé. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de louche, là. Surtout que ça a été coordonné à travers tous les pays que j'appelle de l'OTAN ou du occidentaux, là. Oui. Que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis. Bon, dans les États-Unis, c'est un peu différent parce que, vous savez, la santé, c'est de juridiction de l'État. Puis il y a des États qui l'ont pas appliqué de la même manière que les autres. Il y en a qui étaient plus stricts, d'autres qui étaient beaucoup plus, disons, relâchés, ressemblables un peu à ce qui s'est fait en Suède, par exemple. Donc, c'était pas complètement homogène, mais ça a été suffisamment homogène dans beaucoup d'endroits pour, en tout cas, promouvoir le message que c'est grave, qu'il n'y a rien qu'une chose à faire, c'est de suivre les instructions. Puis ceux qui ne suivent pas les instructions, on leur fait du chantage en leur disant « Vous n'êtes pas des bons citoyens, vous allez mettre à risque la vie, la santé des autres personnes parce que vos habitudes ou vos manque de précaution va contaminer les autres personnes, puis les personnes fragiles vont mourir, puis c'est de votre faute. » Oui, et on brime les libertés ensuite de ces gens-là. Là. On leur enlève des privilèges comme aller au restaurant. Là. J'apprends rien à personne. Là. On a tous vécu des moments très difficiles dans les dernières années. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet parce que je veux qu'on parle vraiment de ce phénomène qui est de plus en plus présent, ce qu'on appelle la COVID longue. Là, moi, je vois des publications sur Facebook de certains de mes amis. « Ah, j'ai la COVID longue. » Mais qu'est-ce que c'est que ça, la COVID longue? OK. Je peux comprendre qu'il y a de la confusion là-dedans parce que, bon, c'est un terme qui est apparu déjà au début de la pandémie, avant même les vaccins, il faut se le dire, là. Au début de la pandémie, il y a des gens qui, après avoir fait l'infection avec le virus SARS-CoV-2, avaient des séquelles, c'est-à-dire que quelques mois après l'infection, ça continuait. Là, parlez-vous de perte de l'odorat? Perte de l'odorat, ça peut être fatigue, ça peut être différents symptômes comme ça qui, malheureusement, là où ça peut mélanger les gens, c'est que ça peut se confondre avec d'autres genres de séquelles d'infection avec d'autres virus ou même avec des bactéries. Ou encore, ça peut se confondre aussi dans le cas des douleurs un peu partout, comme les fibromyalgies, des inflammations chroniques. Tout ça, ça peut se confondre. Ces symptômes-là, ils finissent par se ressembler beaucoup. Puis pour toutes sortes de raisons, on a décidé de, quand ça ressemblait un peu à des symptômes qu'on avait observés suite à des infections COVID qui guérissaient pas aussi vite, on a tout mis ça dedans. Sans faire un diagnostic. Si je comprends bien, ça a le dos large, la COVID longue. Ben, on l'a mis pas mal large. Puis en effet, vous allez voir, il y a des sites américains qui s'appellent Long Hauler, où on estime à des centaines de millions des cas. Le problème que moi j'ai avec ça, c'est que si tu n'as pas fait un diagnostic pour montrer que l'origine de ces symptômes-là ou de ces syndromes, parce que c'est pas juste un symptôme, c'est un ensemble de symptômes. Si on n'a pas fait des tests spécifiques pour montrer que l'origine de ça, c'est bien subséquent soit à une infection avec le virus, ou encore, comme je vais essayer de vous expliquer, à la toxicité de la protéine spike qui est utilisée dans les vaccins géniques. En fait, les syndromes qu'on voit maintenant associés à la COVID longue, qu'on voyait au point de départ, contrairement à d'autres infections virales qui vont se maintenir ou qui vont se réactiver, comme des infections dans la famille des virus de l'herpès, Epstein-Barr, varicella, ou enfin le zona qu'on appelle, le virus, une première fois on est infecté, mais le virus, on l'a gardé, mais il se réplique pas, il est latent, il est dormant. Puis là, tout à coup, il arrive un stress, il arrive une baisse de la défense immunitaire, puis le virus repart. Puis il peut nous créer une infection plus sévère. Bon, il y a différents scénarios pour ces infections qu'on appelle persistantes ou récurrentes ou chroniques. Puis dans le cas du SARS-CoV-2, ça a été étudié. Puis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou avancent, c'est pas une infection qui se maintient de manière constante
à un faible niveau. C'est pas ça qu'on observe. Il y a des études qui ont été faites pour démontrer très précisément que le génome du virus, il est plus là. Dans les gens qui ont le symptôme, qui ont 6 mois ou 1 an, il y a des gens qui ça fait 2 ans, 3 ans comme ça. Là. Le génome du virus n'est plus là. Mais on peut voir un morceau du virus qui est la protéine spike. En fait, c'est même un petit morceau de la protéine spike qu'on appelle la fraction S1, qui est un des morceaux de la protéine spike, qui est toujours présente dans certaines cellules du système immunitaire, principalement ce qu'on appelle des monocytes, là, qui ont une fonction particulière. Puis la présence de cette protéine-là là-dedans, ça crée des conditions chroniques d'inflammation et également de perturbation de la coagulation. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que moi je pensais depuis quand même un certain moment. Je me suis dit, les gens qui ont été injectés propagent le virus de la COVID, puisque l'injection, finalement, après un certain temps, on s'est bien aperçu que personne n'en était protégé. Personne n'était protégé parce qu'il avait été injecté et il pouvait le transmettre aussi à d'autres personnes. C'est vrai que les gens vaccinés peuvent en effet transmettre. Puis ce qu'on apprend maintenant par des études épidémiologiques très précises, c'est que malheureusement, les gens qui ont été injectés, surtout avec le fameux vaccin ARN messager modifié dans les petites particules de lipides, là, les particules, les nanoparticules lipidiques, ces gens-là vont faire de plus en plus d'infections avec le nombre de doses. Plus ils reçoivent des doses, plus ils ont le risque de faire des infections. Donc, au lieu de te protéger de l'infection, ça te rend plus vulnérable. Ça sera un peu compliqué d'expliquer pourquoi, mais ce que ça donne concrètement, c'est que dans une population qui est très vaccinée, surtout si les gens ont reçu des doses de rappel, 2, 3e, 4e, 5e dose, ces gens-là ont augmenté beaucoup la probabilité d'avoir des infections. Et ces infections-là, ça les touche eux autres personnellement, mais également aussi, ils vont le propager aux gens autour. Ce que je peux vous dire cependant au niveau des gens qui n'ont pas été vaccinés, mais par exemple qui auraient eu une infection, les études montrent très bien qu'une infection naturelle avec un virus, quel que soit le variant, parce que vous savez, les variants, ça a évolué, puis ça continue à évoluer, oui. On a une très bonne protection contre une réinfection, ou en tout cas contre le développement de symptômes plus sévères lorsqu'on a de l'immunité naturelle. Donc, je pense pas que ça pose un très grand problème pour les gens qui n'ont pas été injectés. Mm-hmm. Cependant, ceux qui ont été injectés à répétition, vous avez 3 cas de figure dans ce qu'ils appellent la COVID longue, puis moi, je considère qu'il faut les distinguer. Il y a des gens qui ont fait une infection COVID au tout début, puis cette infection-là ne s'est pas bien résorbée parce qu'on ne l'a pas soignée. Mm-hmm. Quand on traite les infections virales, il y a des gens, il y a des cliniques aux États-Unis, surtout, puis un peu en France, qui ont témoigné que quand ils traitent de manière précoce les gens qui font des infections, l'infection ne va pas se développer dans des formes plus sévères, puis la fréquence à laquelle ces gens-là vont développer des formes chroniques, des COVID longues, est beaucoup plus faible. Donc, l'absence de traitement qu'on a fait au début de la pandémie, puis qu'on continue à faire aujourd'hui. Demandez à des médecins ici aujourd'hui si les traitements qui sont reconnus sur beaucoup de sites, puis qui sont pratiqués dans une centaine de pays dans le monde, sont pratiqués ici au Québec. Sont encore interdits ou en tout cas pas recommandés. Mm-hmm. Fait que les gens, encore à ce jour, qui auraient une COVID, s'ils sont pas traités, ils ont le risque que cette COVID-là devienne une COVID longue. Maintenant, s'ils ont été vaccinés, puis ils expriment de la protéine spike, on sait maintenant, il y a plusieurs études qui montrent que cette protéine-là peut s'exprimer dans la dernière étude qui est sortie de l'Université de Yale, 700 jours après qu'on est en contact avec. C'est longtemps, ça. Oh là là, ben oui. Oui, donc... c'est plus que 2 ans. Oui, donc c'est un problème. Puis là, il y a toutes sortes de
cliniques privées, surtout de compagnies qui ont essayé de développer des protocoles pour qu'on appelle détoxifier l'asperge, essayer de aider ton organisme à l'éliminer quand tu as de la difficulté à t'en débarrasser, soit à cause de la vaccination, soit à cause d'une infection. Dans les deux cas, il faut trouver des façons de se débarrasser le plus possible de la protéine spike. Mais maintenant, il y a des traitements qui ont été développés. Puis ça a été décrit à l'émission Découverte. Je ne sais pas s'il y a certains de vos auditeurs qui l'ont vu sur la COVID longue. Il décrivait un traitement qui a été développé par une compagnie aux États-Unis qui s'appelle ImCellDX. Puis il y a une des personnes qui a témoigné là, un infirmier qui a suivi le traitement, puis ça marchait pour lui. Ils ont décrit dans l'émission une autre personne qui a suivi le traitement. Ça n'a pas marché pour elle, mais ça, on ne connaît pas le détail. Et là, on dit à la fin de l'émission, l'infirmier dit à la fin de l'émission, ça a bien marché pour moi. J'ai récupéré au moins 85% de mes capacités, puis je suis bien content, je suis fonctionnel, mais je le recommande à personne. Ah non? Non. C'est étrange? C'est très étrange. C'est son choix, mais c'est très étrange. Docteur Massy, je vais vous parler d'un cas personnel. Je vais me donner en exemple pour avoir votre avis là-dessus. Vous savez, on a recommencé à circuler, à se rassembler et évidemment, quand la majeure partie de la population est injectée, on se côtoie et on continue de transmettre certains microbes. Là. Est-ce que moi, qui n'ai pas vacciné, je peux attraper la COVID longue? La COVID longue, en fait, peut être induite par une infection avec le SARS-CoV-2, surtout si, lorsque vous l'attrapez, elle n'est pas soignée du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, justement, pas que les symptômes s'aggravent ou qu'on ait une infection chronique ou des symptômes chroniques? La première des choses, c'est qu'il faut réduire la charge virale. On peut acheter un petit kit là, de certaines compagnies, là, mais moi, je veux pas une compagnie, je vais chercher à la pharmacie, où on se fait des lavages nasales et buccales avec des antiviraux, iodure de propidium, peroxyde d'hydrogène. Moi, je fais ça. Je le recommande à personne, mais moi, je le fais et ça marche très bien. Ce que ça a comme bénéfice, c'est que ça va diminuer votre charge virale, puis ça va permettre à votre système de plus facilement essayer de gérer l'infection. Quelle qu'elle soit. Ça peut être une infection avec un SARS-CoV-2, mais ça peut être d'autres virus, vous savez. À moins que vous ayez un test bien précis, puis vous attrapez des symptômes de rhume, petit mal de gorge, le nez qui coule, commence à picote, ça peut être une infection virale quelconque. Ce genre de traitement-là, pour essayer de diminuer la charge virale dans vos voies respiratoires, ça aide énormément. Première étape. Deuxième étape, si jamais ça se compliquait pour toutes sortes de raisons, puis là, vous faites ce qu'on appelle la tempête de cytokines, c'est-à-dire là, il y a l'inflammation qui s'en mêle, là, puis que votre système arrive mal à le gérer. Mais il y a d'autres traitements qui sont recommandés pour ces choses-là. Hydroxychloroquine, ivermectine, anti-inflammatoire. Il y a plein de traitements. Il y a un site, vous pouvez aller voir, là, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Et ils ont fait ce qu'on appelle des méta-analyses où on regarde l'ensemble de toutes les études pour un traitement donné. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce que c'est plus positif ou c'est plus négatif? Puis ils ont compilé tout ça, puis ils le mettent à jour à tous les jours. Vous allez sur le site, vous allez voir que le site se met à jour. Vous pouvez le faire. Il y en a que vous pouvez faire par vous-même. Il y en a d'autres, là, vous avez besoin de peut-être d'avoir des prescriptions ou des soins médicaux, mais des trucs très simples. Assurez-vous que votre niveau de vitamine D est vraiment dans la bonne zone pour vous donner une immunité robuste. Assurez-vous d'avoir suffisamment de zinc. Le zinc, c'est important aussi pour le bon fonctionnement de l'immunité. Puis il y a d'autres vitamines vitamine C, des choses comme ça qu'on peut recommander, des antioxydants, quercétine, des choses comme ça. On peut en ajouter, là. Mais si vous allez sur ce site-là, vous allez voir, toutes ces molécules-là ont été déployées. Puis on a mesuré un effet de ces molécules-là dans des études observationnelles. Des fois, c'est des études, des essais randomisés qu'on appelle. Ça dépend des cas. Puis après ça, on combine toutes ces données-là, puis on regarde. Quand c'est positif, c'est positif. Là. Mm-hmm. Puis pourquoi on s'en priverait?
C'est sûr qu'on aimerait ça avoir un médecin qui examine ça puis qui nous démêle ça un peu, mais ça peut être des gens aussi qui font des recommandations à partir de produits naturels, là, qui peuvent vous donner un peu de conseils là-dessus, parce que, dans le fond, quelle que soit l'infection, qu'elle soit chronique ou qu'elle soit aiguë, ce que vous devez faire, idéalement, c'est d'augmenter la réponse ou de rendre votre système immunitaire plus robuste. Puis il y a différentes façons de le faire. Est-ce que ce que vous expliquez, c'est, admettons que quelqu'un serait affaibli là, parce qu'il a été injecté à plusieurs reprises, son système immunitaire, là, il est affaibli par ces injections-là. Il y a la protéine spike dont vous avez parlé qui est présente, qui se propage. Est-ce qu'il y a une façon de rétablir notre système immunitaire avec tout ce que vous venez de nous dire là, prendre des vitamines, rehausser son... En fait, il y a beaucoup de gens qui proposent des protocoles. Celui qui a été présenté sur l'émission Découverte du Dr. Patterson de la compagnie ImCellDX, ça semble très prometteur, d'après le témoignage des gens qui ont suivi le traitement, puis pour qui ça a marché pour eux. Mais comme je l'ai pas fait moi-même, je l'ai pas analysé moi-même, je peux pas dire si ça marche ou si ça marche pas. Je me fie aux témoignages de cette équipe-là et également aux témoignages des gens qui ont suivi le traitement puis pour qui ça a fonctionné. Et par contre, du point de vue scientifique, une chose que moi je comprends, c'est que les mécanismes pathologiques qui amènent tous les autres symptômes qui ont été décrits par cette équipe-là, pour moi, ça fait du sens. Que si on intervient dans ces mécanismes-là, on a des bonnes chances d'avoir une amélioration. Est-ce que ça va être 100%? Est-ce que ça va être pour tout le monde? Peut-être pas. Mais comme cet infirmier dans l'émission Découverte, il était non fonctionnel. Il était rendu à un point de désespoir qu'avec son médecin traitant, il commençait à considérer l'aide médicale à mourir. Ça veut dire que ça allait pas bien, là. Il était pas fonctionnel. Et il y en a plusieurs cas comme ça. Il a fait le traitement, puis là, il travaille, puis il est fonctionnel. Il dit, il est à 85%, c'est pas si mal quand même, là. Oui, donc on peut s'en sortir, et puis... Il y a des façons de s'en sortir, il y a différents protocoles. On peut pas guider tout le monde comme ça, parce que, vous savez, les traitements, la médecine, ça devrait idéalement être personnalisé. Oui, absolument. Les médecins devraient s'occuper de la personne qui est devant eux, puis essayer de faire des mesures, des analyses, des diagnostics pour essayer de faire en sorte que les traitements proposés soient le plus adaptés possible à la situation. Et il y a comme un blocage dans notre société, premièrement. Je pense qu'il y a comme une culpabilité du système, avouée ou non, de ne pas avoir déployé les traitements pour soigner la COVID. Parce que pourquoi on les a pas déployés, les traitements précoces? C'est que s'il y avait eu un traitement précoce officiellement reconnu, on aurait eu de la difficulté à faire autoriser les vaccins en mesure d'urgence. Donc, il devait pas y avoir de traitement. Puis là, on a autorisé les vaccins en mesure d'urgence, puis on a dit, les vaccins, c'est la solution, ça va empêcher la transmission, ce qui est pas vrai, ça va vous soulager des formes graves. Peut-être qu'au début, il y a des gens qui en ont bénéficié, c'est pas clair pour moi, puis ça va réduire la mortalité. On regarde les statistiques plusieurs années plus tard du gouvernement, puis on voit que dans les gens hospitalisés COVID, il y en a plus dans les vaccinés que dans les non-vaccinés, quelque chose qui ne marche pas. Il y a une surmortalité au Québec et même un petit peu partout dans le monde, et ce sont des chiffres officiels. Alors, les gens peuvent pas nous accuser de dire n'importe quoi. Ce sont des données qui sont disponibles sur les sites gouvernementaux. Alors, je trouve ça... si je peux me permettre ici, là, oui. Il y a une statistique que les gouvernements ont qui démontrerait le bénéfice extraordinaire de ces vaccins-là, qui est très simple. On prend les mortalités, toutes causes confondues, parce que des fois, c'est difficile de faire un diagnostic puis dire c'est-tu la COVID ou l'autre chose, parce que les comorbidités, parce que il y a plein de facteurs qui peuvent mélanger un peu le diagnostic. Donc, on prend les mortalités, toutes causes confondues, et on regarde les gens qui ont une surmortalité, qui sont morts depuis quelques années, puis on pose la question, dans les populations qui sont en surmortalité,
Quel est leur statut? C'est un statut, est-ce qu'ils sont vaccinés ou non? Si les gens qui sont dans cette population-là sont surreprésentés parmi les vaccinés, ben ça veut dire que le vaccin, il marche pas, là. Puis même, c'est pire. Exactement. Si c'est la même chose, si on a autant de vaccinés que de non-vaccinés, ben, ça veut dire que le vaccin, il n'a pas fait grand-chose. Puis effectivement, si on trouve que les gens vaccinés sont beaucoup moins représentés dans les mortalités, la surmortalité, ben là, on va dire, ouais, ça a l'air que le vaccin, ça a marché. Si les gouvernements ont ces chiffres-là, s'ils les montrent pas à la population, c'est peut-être parce qu'ils sont pas favorables. Exactement. Et c'est très triste, ce constat-là. Monsieur Dr Massy, le temps passe très, très vite et je voudrais parler d'un panel de discussion qui va avoir lieu dans les prochains jours. C'est le 6 avril, de 13h à 16h. Ça se passe à Sainte-Catherine-de-Hatley. C'est en Estrie, tout près de Sherbrooke, Magog. C'est un panel où vous allez discuter des conséquences de la nomination de Robert F. Kennedy Jr. au niveau de l'intégrité scientifique, de la santé holistique et des enjeux géopolitiques aussi. Vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné de Caroline Mayou, qui est animatrice journaliste à Lux Média. Également, Philippe Langlois. Il va y avoir le docteur Daniel Fish, qui est médecin retraité. Parce que nous, dans notre panel, on veut regarder les 3 volets de mon point de vue, qui sont importants. Premièrement, l'intégrité scientifique. Je pense qu'on a eu des grosses lacunes. Puis bon, Robert Kennedy Jr., lui, il a fait le vœu de rétablir la transparence et l'intégrité scientifique. Puis avec le docteur Jay Bhattacharya, qui est maintenant aux commandes du NIH, lui qui était un des initiateurs de la fameuse déclaration de Great Barrington, qui a été sévèrement censuré par l'ancien directeur du NIH, Francis Collins, et son acolyte, Anthony Fauci, en disant que ce qu'il proposait là, c'était pour tuer le monde, que c'était inacceptable, alors que c'est vraiment ça qui a été déployé en Suède, et que la Suède a des résultats au niveau de la gestion de la pandémie qui sont meilleurs qu'au Québec. Donc, je pense pas que ça devait être si mauvais. Et ça a été censuré sévèrement, ce qui fait que les gens ne le connaissent pas, ça s'est pas déployé. L'autre aspect, évidemment, qui est très important, c'est que dans les protocoles de santé qui étaient acceptés, pas acceptés, il y a eu quand même passablement de directives qui étaient pas appropriées. Par exemple, ils ont promu le Remdesivir aux États-Unis, puis même ici au Canada, qui est même pas une molécule qui est normalement approuvée. C'est une molécule expérimentale, un antiviral qui a été déployé la première fois pour l'Ebola en Afrique, puis dont l'usage a été interrompu parce qu'il était trop toxique. Imaginez-vous donc. Puis là, on l'a repositionné pour le SARS-CoV-2, alors que d'autres molécules comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et la colchicine, par exemple, qui est une molécule pour laquelle il y a eu un essai clinique à Montréal, à l'Institut de cardiologie. Ah non, on peut pas utiliser ça. Il y a un problème à ce niveau-là. Fait qu'il faut regarder cet angle-là, puis on trouve qu'un médecin pratiquant qui a été confronté à ces enjeux-là, parce que s'ils reçoivent des directives du Collège des médecins qui ne peuvent pas le faire, sinon ils vont avoir des ennuis, ben ça veut dire qu'ils ne peuvent pas donner le meilleur traitement qu'eux considèrent les plus appropriés pour leurs patients. C'est un problème. Il faut régler ça au niveau institutionnel, puis c'est ce qu'on espère qu'il va se passer avec le nouveau directeur du FDA, puis la nouvelle directrice du CDC qui vont travailler sous Robert Kennedy Jr. Donc, on va discuter de ça, puis en même temps, on va voir, bon, c'est quoi la perception qu'on a de ces gens-là ici, comme Robert Kennedy Jr. Pour beaucoup de gens, là, c'est une personne non fréquentable parce que elle est dans l'entourage de Trump, et tout ce qui est associé à Trump est négatif. Enfin, pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, oui, mais c'est un peu le monde à l'envers. Hein? Quand quelqu'un veut faire le ménage, quand quelqu'un veut avoir un peu plus d'équilibre dans ce monde, c'est drôle qu'il soit traité de cette façon-là. Les gens ont été tellement
induit en erreur. Il y a eu tellement de propagande, de lavage de cerveau qui se sont conditionnés, alors que quand on leur donne de l'information contraire, ils s'offusquent, ils sont choqués et ils tirent sur le messager, mais c'est pas le bon messager à tirer. C'est un peu une ère folle dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est comme si la vérité était diabolisé au lieu du mensonge. Je n'y comprends rien. Je vais terminer l'entretien, Monsieur Massy, avec quelques détails sur la conférence que vous allez présenter bientôt, mais j'ai une question quand même à vous poser d'à propos. On dit que dès 2026, seuls les services offerts par des praticiens ayant un ordre professionnel au Québec seront admissibles à un crédit d'impôt pour les frais médicaux. Donc, les homéopathes, les naturopathes, les phytothérapeutes seront exclus. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Est-ce qu'on est en train d'interdire les soins alternatifs de santé? Est-ce que il y a anguille sous roche, selon moi? Qu'en pensez-vous? Ben, c'est très préoccupant, puis ça va faire partie de ce qu'on va débattre justement dimanche. En fait, cette approche-là de la médecine allopathique qu'on appelle, qui veut, disons, empêcher toute autre médecine, tout autre moyen alternatif de faire des traitements, puis veut essayer de s'établir un monopole puis exclure toutes les autres. C'est pas d'hier, là. Ça a commencé au début du 20e siècle avec le rapport Flexner qui a été commandé par Rockefeller, puis ils ont graduellement éliminé toutes les autres formes de médecine. Il y a un meme sur l'Internet qui dit, vous savez, les plantes, c'est pas des médecines alternatives, c'est des médecines originales. Voilà. Une grande partie des molécules qu'on utilise en pharmacie viennent des plantes. Oui. Mais ça a été altéré, ça a été ajouté de produits chimiques. Donc, ça paraît bien parce que c'est à base de, mais finalement, ça a été tellement trafiqué qu'on ne sait même plus ce qu'on prend. Fait que ce que vous soulevez comme question, c'est très préoccupant parce que on a constaté durant la COVID que les ordres professionnels, je ne savais pas qu'il y en avait autant, je pense qu'il y en a 47 au Québec. Wow. Ont donné un ordre à tous les gens de leur ordre, de leur profession, de suivre la ligne du gouvernement sous peine de sanction. Et tout ça, c'est pour notre bien-être, hein, bien sûr. Oui, c'est ce qui est allégué. Alors, j'espère que vous allez en réinformer des gens lors de ce panel de discussion. Les gens vont pouvoir échanger avec vous, poser des questions? La façon qu'on va fonctionner, c'est que je vais faire une présentation brève de 15 minutes pour essayer d'expliquer un peu les thématiques qu'on va discuter. Ensuite, on va avoir une conversation en panel animée par Caroline Mailloux d'environ 45 minutes. Puis ensuite, on va demander aux participants de se réunir en petits groupes puis de discuter, de formuler des questions sur les différentes thématiques qu'ils aimeraient voir les membres du panel répondre. Wow, génial. Donc, ça va être interactif. Voilà. C'est super. Alors, si vous avez la santé à cœur, votre santé à cœur, je vous invite à cette conférence le 6 avril, c'est dimanche, de 13h à 16h. C'est à la salle communautaire de Sainte-Catherine de Hâtelé, en Estrie. C'est 20$ en espèces. Prenez-le en note. Donc, 20$ en espèces. Vous savez, ce mode papier qu'on tente aussi d'éradiquer, c'est pratique des fois. Ouais, vous savez, c'est juste pour couvrir les frais de location de la salle, c'est tout. Ben oui, absolument. C'est vraiment pas cher pour avoir toute cette panoplie de personnes, de professionnels sur ce panel. Alors, ça vaut vraiment la joie. Nous, on dit ça à Radio Unicité, ça vaut la joie de participer à ce panel. Donc, à la suite de la nomination de Robert F. Kennedy Jr., nouveau secrétaire à la santé aux États-Unis, quelles conséquences pour nous ça aurait au Québec? Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être notre Monsieur Kennedy Jr. pour le Québec? Est-ce que vous y croyez à ça? J'aimerais bien qu'on ait quelqu'un de cette envergure-là, puis qu'on ait aussi dans les postes équivalents au niveau du NIH. Vous savez, le NIH, c'est le plus grand organisme subventionnaire pour la science médicale au monde, avec un budget de 80 milliards de dollars. Wow. On a des organismes subventionnaires au Canada, l'Institut de recherche en santé, par exemple, mais les gens qui sont à la tête de cette direction-là,
c'est pas des gens qui sont comme désignés par le Sénat, comme on voit aux États-Unis avec le président. Ça passe par le ministre du gouvernement en place qui décide qu'il veut un tel ou une telle. Puis ensuite, il doit suivre des directives que le gouvernement va imposer pour l'octroi des subventions. Donc, malheureusement, au Canada, la science est très politisée. Elle l'est aussi aux États-Unis, mais on voit pas cette espèce d'indépendance qui pourrait éventuellement se dégager dans une administration où on laisserait vraiment la science parler plutôt que les intérêts, les lobbies ou les associations professionnelles qui voudraient avoir tel ou tel genre d'études ou tel ou tel genre de conclusion. On espère qu'ils vont laisser la science parler puis que ça va faire un changement. Les États-Unis n'ont pas le choix, là. Les maladies chroniques qu'ils ont dans cette population-là ça les classe au 40e rang de tous les pays riches, en fait, des pays développés. Puis ils dépensent 3 fois plus par habitant pour les soins de santé. Donc, il y a une adéquation entre l'investissement pour la santé et les résultats. Il faut faire un changement, c'est clair. En tout cas, on va se croiser les doigts pour qu'il y ait aussi un vent de changement au Québec, comme c'est le cas en ce moment aux États-Unis. Alors, Dr Massy, merci beaucoup et bonne conférence. Merci de m'avoir reçu puis de faire la promotion de cette conférence-là. Avec plaisir. Au revoir.